Bienvenue. Alors, nous sommes très heureux avec Camille de venir partager un peu notre retour d'expérience, notre vision de la gestion des cybercrises, basée bien entendu sur à la fois nos expériences chez nos grands clients sensibles et puis sur notre propre expérience de l'année dernière. Mais je propose que Camille, tu commences par te présenter. Ok, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Du coup, bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis Guissé Camille, donc je suis analyste à la base renseignement en menaces cybercriminelles, cybermenaces de manière globale. Et en complément, je suis aussi donc intervenue sur différentes crises cyber grâce donc à mon expérience chez Soprasteria, que je suis venue aujourd'hui partager avec vous ces deux aspects de mon travail quotidien. Et donc, je suis Nicolas Gralin, directeur des opérations de la BU Cyber. Après 20 ans d'expérience dans à la fois l'informatique et la cybersécurité, j'ai été amené à gérer de nombreuses crises opérationnelles ou sécurité. Et donc, nous allons vous partager un peu humblement ce que nous mettons en place et notre approche de la gestion de crise. Mais je propose que Camille commence par nous rappeler un peu l'état de la menace actuelle. Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir que la menace cybercriminelle reste aujourd'hui particulièrement active, que ce soit donc des menaces ransomware ou autres types de menaces comme l'espionnage aujourd'hui. Au niveau de Soprasteria, ce qu'on peut constater tous les jours, c'est effectivement au niveau de nos chiffres, donc j'insiste sur cet aspect-là, c'est que ce sont nos propres données, c'est qu'on constate par semaine depuis le mois d'avril environ 64 incidents de sécurité au niveau de nos détections. Et aujourd'hui, au niveau de la menace, on surveille environ donc 286 menaces, que ce soit donc des groupes d'attaquants comme des malwares. Tout ça, ça nous a amené aujourd'hui à faire environ, donc depuis la fin de l'année 2020, environ une crise donc par mois sur des clients qui travaillent dans des secteurs sensibles. Et ces clients-là, en fait, on les accompagne en général entre 1 à 3 mois pour avoir une récupération de leur activité complète, donc de bout en bout. À travers ça, la menace qu'on a pu constater ces 5 dernières années, elle est globale, puisque d'une part l'importance donc la tendance, on va dire, à l'augmentation des attaques pour de la destruction. Donc ça va être des attaques plutôt de type ransomware, comme on a pu le constater depuis 2016 avec l'arrivée de Petya et WannaCry, où il y a eu donc des successeurs de plus en plus importants comme Sodinokibi qui a fermé récemment et encore plus récent Conti ou Netwalker qui restent aujourd'hui les ransomware les plus lucratifs. Sans parler de Maze qui a fermé l'année dernière, effectivement. Cette tendance à la destruction, il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'elle cache aussi une autre tendance de la menace, qui est celle de la menace dite APT, Advanced Persistent Threat, donc de la menace étatique. Aujourd'hui, l'espionnage reste un ordre lucratif, notamment pour les États, et on a pu le constater donc tout juste cet été, encore une fois, avec des attaques contre les entités françaises de la part d'APT 31. Ces attaques-là, elles peuvent avoir des conséquences diverses et variées, notamment pour les entreprises qu'on représente à Soprasteria. Ça peut passer de la perte de données confidentielles jusqu'à la perte de réputation, perte financière, voire même un arrêt total de la production qui lui-même engendre d'autres conséquences que j'ai citées juste auparavant. C'est pour ça qu'à Soprasteria, on essaie de considérer et d'avoir, on va dire, une approche de la gestion de crise globale et collaborative. Et ça passe en premier lieu par une organisation, on va dire une gestion de l'aspect organisationnel en premier lieu, comme je viens de le dire. Et cet aspect-là, Nicolas peut vous en parler un peu plus en détail. Quand on intervient sur les crises, on est confronté à 3 grandes typologies d'acteurs. Les DG, les métiers, la DSI qui est en frontale directe des activités techniques de la gestion de crise et les RSSI. Et chacun de ces métiers a des problématiques qui sont différentes au moment de la crise. Quand on parle par exemple du DSI, son enjeu c'est de mobiliser au plus vite ses équipes, garantir des temps de réaction.
L'enjeu, donc, c'est la rapidité d'action, la mobilisation, mais c'est aussi sa capacité à focaliser complètement ses équipes sur ce qui compte le plus pour son business. Trop souvent, on voit des activités qui sont lancées en parallèle et les équipes s'éparpillent et du coup, la capacité de réaction de la DSI est diminuée. Bien sûr, pour pouvoir gérer de manière efficace les priorités au niveau des activités techniques, il faut avoir de vrais drivers de priorisation et pour cela, obtenir des décisions. Souvent, on voit qu'on a beaucoup d'allers-retours pour prendre des décisions, ce qui rend des temps d'inefficacité au sein des équipes. Si maintenant, on prend plus le focus du RSSI, l'enjeu pour lui, c'est bien entendu de comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on en est là? Quelle est l'étendue de la menace? Pour faire ça, il faut qu'il constitue très rapidement une base de renseignements qu'on appelle tactique. Connaître la menace, connaître l'attaquant, l'étendue de la compromission du système d'information. Et pour y arriver, il lui faut des processus robustes sur comment l'information va circuler au sein de l'entreprise, comment il va organiser la gestion opérationnelle des équipes. Et on vous donnera quelques pistes de réflexion juste après, dans la suite de la présentation. Un des aspects que le RSSI auquel le RSSI est souvent confronté, c'est aussi l'aspect légal. Le moment d'une crise, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le RSSI est souvent le garant de l'aspect légal des choses. On va prendre l'exemple le plus commun, qui est la fuite d'informations avec des données personnelles. Et on sait qu'il va falloir faire face dans les 72 heures au traitement de cette fuite d'informations et à la notification des autorités. En parlant des notifications, le RSSI a aussi ce rôle clé dans la confiance de l'écosystème autour de la société. Garder cette confiance avec l'écosystème, ça passe par une vraie collaboration, une vraie communication totalement gérée, mais une vraie communication avec son écosystème, avec les CERT et les choses comme ça. Là aussi, on vous fera part de nos retours d'expérience. Enfin, quand on s'adresse aux DG et aux directions métiers, là, l'enjeu est de comprendre l'impact de la cyberattaque sur ce qui fait du sens pour la société. Est-ce que mes processus métiers sont impactés? Est-ce que je vais devoir arrêter des pans entiers de mon activité? Comment je vais collaborer et travailler avec les équipes qui sont en gestion de la crise? Comment je vais prioriser? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le DSI attend des décisions. Ces décisions doivent venir de la direction générale pour prioriser. Elles doivent être donc prises sur la base des renseignements. C'est ce que nous, on appelle l'approche globale, adresser à la fois les enjeux techniques, ce que l'on voit très régulièrement dans les crises cyber, mais aussi les enjeux opérationnels jusqu'aux enjeux stratégiques. Et tous ces acteurs se retrouvent autour de deux enjeux qui sont vraiment les plus importants dans la gestion de crise cyber. C'est le temps et la confiance de son écosystème, la confiance de ses collaborateurs dans la gestion de la crise. Notre conviction chez Soprasteria, c'est qu'il faut donc aborder la gestion de crise par une approche que l'on dit globale, collaborative et toujours basée sur des retours d'expérience. L'approche globale, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à la fois adresser le pan technique, le pan opérationnel et le pan stratégique. Pour nous, l'importance, c'est de partir de la technique, construire du renseignement d'abord tactique pour diriger opérationnellement la crise et être capable d'interpréter ce renseignement tactique, le mettre dans le contexte pour monter au renseignement stratégique, pour cette fois-ci driver la crise et surtout driver le futur plan de remédiation de cette crise. Pour l'aspect collaboratif, en fait, une crise, on ne peut pas y faire face complètement seul. Il y a trop d'enjeux, de temps, de confiance et il faut donc très rapidement s'adosser à des partenariats. Chez Soprasteria, nous avons construit un réseau de collaboration avec des partenaires soit technologiques, soit étatiques, qui nous permettent aujourd'hui de faire face à des crises les plus critiques. Notre enjeu, c'est vraiment d'être capable de mobiliser ces
ses partenaires dans la gestion de cette crise. Et bien entendu, on est en permanence en train de revoir tous ces processus, soit vis-à-vis des cyberattaques qui ont eu lieu chez nos clients, qui sont souvent des clients très sensibles, soit même par rapport à la nôtre de cyberattaque. Et ça, c'est ce qui nous permet d'adresser notre offre autour de 2 temps forts de la gestion de crise. Bien sûr, la phase de réaction, donc celle dont on parle le plus, mais aussi une phase d'anticipation qui doit se nourrir de ce retour d'expérience pour organiser les choses et répondre donc aux 2 enjeux les plus importants de la gestion de crise, à savoir le temps. Plus vous êtes préparé, plus vous gagnerez du temps au moment du démarrage de la crise. Et puis, traiter de la confiance qu'aura l'écosystème quand il apprendra que vous êtes sous cyberattaque. Une gestion de crise, ça ressemble toujours à peu près à la même chose. Il y a 3 temps. Le premier temps, c'est quand la crise est déclenchée. Là, on parle d'un délai qui va de quelques heures à quelques jours. Puis, il viendra le temps où on va rentrer dans la phase d'investigation et de détection, et on y reviendra sur la partie détection. Là, notre expérience montre que ça peut aller de quelques jours pour les crises les plus simples à plusieurs semaines sur les grands groupes qui ont des systèmes d'information complexes et où l'assessment de la situation prend beaucoup de temps. Et puis viendra le 3e temps qui est la phase de remédiation où là on va plus parler tant de jours mais plutôt de semaines, voire de mois, encore une fois sur des systèmes d'information les plus complexes. Si je reprends la phase 1, donc le début de la crise, les premières activités que vous devez mener, c'est très clairement être capable de mobiliser les équipes via vos processus de crise. Comment vous arrivez à restituer une collaboration au sein de ce processus de crise? Comment vous maîtrisez ce processus pour assurer l'efficacité de l'engagement de vos ressources? L'autre enjeu, c'est bien sûr la communication. Aujourd'hui, tout va très vite. Et donc, quand vous êtes victime d'une cyberattaque, surtout si c'est une cyberattaque de type destructif, qui va donc avoir un impact réel sur les capacités de travail de vos collaborateurs, les choses vont aller très vite. Il faut très vite être capable de communiquer vers vos internes, que ce soit pour leur dire ce qui se passe, mais surtout pour les rassurer. Parce que si vous êtes dans une phase où votre système d'information est éteint, ils vont avoir peur. Enfin, c'est tout à fait légitime. Mais la communication, elle ne se limite pas à l'interne, bien entendu. Il faut aller communiquer vers les institutions, aller communiquer vers vos partenaires, tout votre écosystème, vos clients, de manière sécurisée. Et bien entendu, il arrivera des cas où votre propre système de communication sera lui-même plus fiable. Donc il faudra trouver à ce moment-là des moyens de communication sécurisés pour ne pas trahir non plus auprès de l'attaquant ce que vous apprenez au fur et à mesure de la phase d'identification et donc d'investigation et de détection. L'enjeu de la 2e phase, c'est assez classique, c'est comprendre l'étendue de l'attaque. Quand on arrive sur les cyberattaques, c'est la première chose que l'on fait, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut paraître trivial, mais souvent, les attaquants ont une capacité de se latéraliser très rapidement et donc il est très difficile de savoir quelles sont toutes les briques du système d'information qui sont touchées. Et ce qu'on constate très clairement, c'est qu'une investigation, ça ne prend pas quelques heures ou quelques jours. Ça va plutôt être quelque chose qui va durer sur plusieurs semaines, 2, 3, 4 semaines, c'est à peu près ce qu'on constate dans les grands groupes. Le but, c'est de comprendre pour définir ce renseignement tactique qui va nous permettre ensuite de piloter opérationnellement la crise. Il y a un autre objectif fondamental de l'investigation, c'est de comprendre pour mettre immédiatement en détection. Il y a un vrai enjeu dans la phase de réponse à incident, quand la crise est avérée, de protection du système d'information qu'on est en train d'essayer de rétablir pour que l'attaquant ne revienne pas. Surtout quand on est, encore une fois, sur des cas de type d'attaque de ransomware, rater une détection et donc laisser place au malware pour qu'il redémarre et rechiffre le système d'information peut anéantir
1, 2, 3 semaines de travail. Et donc, il est clé de bien maîtriser aussi la phase de détection. Souvent, on voit les gens se focaliser sur l'investigation et oublier la phase de détection. Puis viendra la troisième phase. Là, on parle encore une fois de plusieurs semaines à plusieurs mois, qui est la remédiation et la protection du système d'information. Basé toujours sur les renseignements tactiques qui ont été collectés dans la phase précédente, l'enjeu cette fois-ci, c'est de bien comprendre ce qui s'est passé pour comprendre les faiblesses qui ont été utilisées par l'attaquant, parce que s'il a pu rentrer, c'est qu'il y avait des faiblesses. Comprendre ces faiblesses, comprendre la menace, pour prioriser un plan de remédiation qui va suivre sur plusieurs mois, avec des équipes informatiques qui auront été déjà fatiguées par la première et la deuxième phase de gestion de crise. Il est primordial d'être capable de vraiment prioriser ce plan de remédiation pour tirer un maximum de bénéfices. C'est là où nous, on considère qu'on doit passer du renseignement tactique au renseignement stratégique qui va vraiment nous permettre de driver notre plan de remédiation. Et quand on met tout ça bout à bout, nos ABAC montrent qu'il faut en gros 3 mois pour gérer une cyberattaque, plutôt de l'ordre de 6 mois pour reprendre confiance complètement en son système d'information, et jusqu'à 9 mois pour revenir à un statut normal où tous les processus de l'entreprise fonctionnent comme ils fonctionnaient avant la cyberattaque. Du coup, Nicolas nous a parlé de tout ce qui est phase de réaction. Au niveau de cette phase de réaction, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une approche, comme on l'a dit tout à l'heure, on répète, collaborative et intégrée, donc de bout en bout, globale, qu'il faut avoir. Pour ça, à Soprasteria, on se base sur 5 piliers. Donc ces 5 piliers, ce sont nos piliers fondamentaux sur lesquels on s'appuie pour répondre à une gestion de crise. C'est ce qu'on a appliqué pour la nôtre, c'est ce qu'on applique pour celle de nos clients. Donc il s'agit tout d'abord de la gouvernance, on va y revenir, elle est essentielle. De la Cyber Threat Intelligence, sur lequel je reviendrai particulièrement puisque c'est mon cœur de métier, mais aussi sur l'investigation, la détection et la remédiation, 3 piliers orientés principalement par la CTI justement, et sur lesquels Nicolas aura l'occasion de revenir. Si on avance donc au niveau de la gouvernance, on la conçoit de 3 manières. Donc elle est échelonnée sur 3 niveaux chez nous. Le premier niveau, c'est la gouvernance, on va dire technique. Donc dans mon expérience, on va dire personnelle, quand j'ai vécu notamment la crise et les autres des clients, là au niveau de la gouvernance technique, l'idée c'est vraiment de venir organiser des réunions, suivre les points d'action, suivre de manière concrète, donc c'est-à-dire effectuer pourquoi pas des réunions tant le matin, tant le soir pour aller chercher les actions chez les équipes du matin, chez les équipes du soir, coordonner tout cela, manœuvrer de manière à ce que les équipes, il y ait une continuité dans le travail des équipes. Donc ça, c'est vraiment le premier, on va dire le plus bas niveau de notre gouvernance. Quand on monte un peu plus haut, on passe à la gouvernance dite plutôt opérationnelle. L'idée ici, c'est vraiment de manœuvrer la gestion de crise pour le client, c'est-à-dire être force de proposition pour le client, venir l'accompagner, l'orienter dans sa prise de décision. Là, pour le coup, c'est vraiment lui rapporter, on va dire, ce qui a été fait. C'est aussi établir, par exemple, des rotations, puisqu'on va le voir avec la gouvernance. Il y a aussi une question de ressources humaines. Donc, c'est gérer les équipes au mieux, c'est-à-dire, pourquoi pas établir des rotations en 3x8, de venir, quand la crise a une ampleur qui le nécessite. C'est aussi venir... notamment gérer quand est-ce que quelle équipe doit intervenir, etc. Et enfin, donc, on a plutôt on va dire de la gouvernance, on va dire stratégique, où là, c'est vraiment au plus haut niveau, donc au niveau exécutif, où là, il va falloir rapporter les résultats techniques de manière compréhensible pour les exécutifs qui, eux, ont besoin de comprendre la cyberattaque en termes d'impact organisationnel, financier, technique aussi. Est-ce que la production peut reprendre? Sous quelles conditions? Quels ont été on va dire les résultats des autres équipes, donc notamment de l'investigation, et jusqu'où on peut aller dans cette déclinaison. La gouvernance, ensuite on va plutôt parler de gouvernance interne et externe. Au niveau interne, c'est-à-dire qu'il faut prendre des actions sur on va dire les termes juridiques, notamment il faut accompagner le client dans cet aspect-là, que ce soit au niveau du dépôt de plainte, quand il y a des dépôts de plainte, au niveau de la déclaration à la CNIL, au niveau de la récupération des preuves, qui est un élément très important quand notamment vous faites face à un ransomware.
Il y a aussi la question d'organiser orienter et guider le client quand il se pose la question de est-ce que je dois payer la rançon ou non. Ce sont ces questions au niveau juridique qu'on se pose. Il y a aussi ensuite, on va dire, l'aspect au niveau de la communication. La communication, c'est pareil, c'est au niveau interne et externe. Au niveau interne, comme vous l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est rassurer les collaborateurs, discuter avec eux, savoir comment ça va se passer pour eux opérationnellement parlant. Et ensuite, c'est aussi à niveau externe, venir parler, donc, tout en respectant évidemment les notions de confidentialité, puisque lorsqu'on gère une crise, il y a aussi la notion de ne pas alerter l'attaquant sur tout ce qu'on sait. Et au niveau donc de cette communication externe, on va d'abord venir aller parler aux institutions, donc la communication qu'on dit plutôt institutionnelle, se tourner vers l'ANSSI, se tourner vers le commandement cyber pour leur expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on sait actuellement, où ils peuvent nous accompagner. Et ensuite, on va avoir plutôt la communication, on va dire, opérationnelle, où là, on va discuter avec nos partenaires, nos fournisseurs, les CERT, on a confiance, en lesquels on sait qu'on peut discuter, leur fournir les éléments essentiels. En fait, au final, la communication, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle doit être préparée en amont. Et enfin, on le verra tout le long de cette conférence, la préparation, c'est l'élément clé d'une gestion de crise réussie, au final. Et du coup, la communication, c'est comme le reste, c'est quelque chose qui doit être préparé en amont. Il faut savoir en qui on a confiance, en qui sur qui on peut se reposer et sur qui peut avoir les informations au final. Ensuite, on va avoir évidemment l'aspect financier. On sait qu'une cyberattaque, ça coûte cher. Mais ces financements, ils doivent se préparer également à l'avance. Il s'agit d'acheter par exemple des PC pour l'investigation, des PC forensiques. Il s'agit d'acheter des copies de disques pour que l'investigation puisse faire des copies sur les serveurs ou sur tout ce qui est matériel où on a besoin vraiment d'avoir ce qu'il faut au moment T. Et encore une fois, la préparation est l'élément clé. Et enfin, donc, on va avoir plutôt... La logistique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la logistique, on va surtout parler de logistique humaine principalement, parce que au final, même si on parle donc d'éléments matériels, on parle d'ordinateur, on parle de serveur, la personne qui répond, c'est un humain. Et il faut savoir gérer l'humain, c'est lui qui va venir résoudre la crise. Et pour ça, il faut instaurer, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas des rotations, pourquoi pas des 3x8, etc. Il faut venir privilégier les temps. L'investigation va travailler, pourquoi pas plutôt de nuit, puisqu'elle a besoin d'être au calme pour pouvoir résoudre les investigations tranquillement. Et ensuite, la communication qui, elle, est dans le feu, toujours avec le client, etc., elle est plus propice, on va dire, le jour. Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut penser. À côté de ça, donc ça c'est toute la partie un peu gouvernance sur laquelle je participe. Et à côté de ça, il y a donc, on va dire, mon autre activité, mon cœur de métier, c'est donc la Cyber Threat Intelligence. Au niveau de la Threat Intelligence, l'idée c'est que ça me permet en même temps, donc quand je travaille dans cette partie-là, ça me permet avec la gouvernance de garder une vue globale sur toute la gestion de crise, c'est-à-dire d'avoir les informations sur l'attaquant que je peux ensuite remonter, donc que ce soit au niveau exécutif ou au niveau interne. Au niveau justement de cette CTI, il faut savoir la CTI, on applique aujourd'hui à Sopra Steria, on va dire une méthode de renseignement classique, donc une méthode de renseignement militaire, mais on l'applique au cyberespace. On va venir faire de la collecte de renseignements, tant automatisée qu'humaine. On va venir, cette collecte, la mettre dans une plateforme, c'est-à-dire qu'on va la capitaliser, parce qu'on a besoin de l'information, justement au moment T, quand on est confronté à la cyberattaque. Et une fois qu'on a cette information, l'idée c'est de venir la contextualiser, car certes on a aujourd'hui beaucoup de données brutes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en cyber on se base sur des adresses IP, des hashes, des noms de domaine, etc. Mais ça fait pas tout. Il faut avoir un contexte. Pourquoi est-ce que je me suis fait attaquer à ce moment-là? La temporalité de l'attaque, les campagnes d'attaque qui sont en cours, tous ces éléments-là qui aujourd'hui nous permettent de mieux comprendre une cyberattaque et d'aller au-delà de la donnée brute et de la donnée technique qui reste aujourd'hui tout à fait utile. Je reconnais qu'une détection aujourd'hui s'effectue sur un élément tangible qui est souvent l'IOC ou la technique utilisée par l'attaquant, mais un contexte reste quand même essentiel pour une meilleure compréhension. Donc cet aspect-là, aujourd'hui, on va essayer à Sopra de le travailler, on va dire, avec des partenaires, comme vous le disait Nicolas tout à l'heure. Donc c'est des partenaires à la fois souverains, mais aussi les leaders du marché en cybersécurité. C'est un fait. Aujourd'hui, on a des partenaires qu'on va appeler
donc souverains parce qu'ils nous permettent de garder nos données sur le territoire français ou sur le territoire européen à minima. C'est aussi des services, on va dire, souverains qui nous permettent de participer voilà, à la souveraineté nationale en permettant d'avoir des produits et des services de cybersécurité français et compétitifs. Je peux citer par exemple l'exemple, donc vous les avez à l'écran, on va avoir Corex Alice avec qui on travaille sur tous nos services du dark web, sur le renseignement justement de la menace dans l'espace dark. L'idée c'est de pouvoir toujours connaître la menace qui se situe aujourd'hui malheureusement principalement sur le dark web, notamment la menace cybercriminelle, d'aller chercher les informations et en gestion de crise c'est particulièrement utile, notamment quand vous faites face à un ransomware, puisque les ransomware évoluent principalement sur ces réseaux-là. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir accès aux infrastructures qu'ils ont achetées, mais aussi identifier les potentiels, on va dire les potentiels acteurs impliqués. Après, on va avoir au niveau plutôt threat intelligence pure, c'est-à-dire nos plateformes, les plateformes qu'on utilise aujourd'hui. On va avoir Eclectic IQ, qui est la plateforme avec laquelle on évolue tous les jours, on va dire quotidiennement, c'est la plateforme sur laquelle je travaille personnellement en tant qu'analyste. L'idée, c'est d'avoir toujours notre base de connaissances la plus complète possible, toujours actualisée pour, voilà, encore une fois, au moment T, quand c'est l'heure, quand c'est le jour J, je suis désolée de le dire comme ça, mais d'avoir l'information qu'on a besoin, c'est-à-dire cette IP, et bien en fait, elle est associée à tel attaquant. Ce secteur-là, en ce moment, il est ciblé par tel attaquant. Donc l'idée, c'est d'avancer comme ça. Et, pardon, excuse-moi, je vais essayer d'aller plus vite. Et ensuite, donc, la CTI va venir, donc toujours, comme on le disait tout à l'heure, elle va venir donc fournir les orientations aux autres services. Donc les autres services sont les autres piliers sur lesquels on s'appuie dans une crise. Donc le premier pilier qu'on vous parle, enfin le troisième, venir donner des éléments de mode opératoire, mais aussi des éléments tangibles pour l'investigation, pour qu'ils aillent chercher les outils notamment utilisés. On va aussi avoir donc sur la détection la CTI qui va orienter la détection dans tout ce qui est indicateur de compromission, pour aller mettre en détection ces indicateurs, voir à quoi ils sont reliés, si on a de nouveaux, comme vous disiez Nicolas, un renouveau avec de nouveaux IOC qui viennent sonner sur nos outils de détection, mais aussi les TTP, puisqu'aujourd'hui on s'appuie aussi sur le référentiel, toujours le référentiel MITRE, les tactiques des attaquants connus que nous on a dans nos bases justement de threat intelligence. Et enfin la remédiation, donc pour aller plus on connaît l'attaquant, mieux on sera capable de remédier, puisqu'en fait on saura orienter et prioriser les actions. C'est-à-dire que si, j'y reviendrai, mais si on est face à un attaquant de type ransomware, on n'aura pas une remédiation, un plan de remédiation similaire à si on se fait face à un groupe APT en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un peu plus de temps dans votre remédiation et dans votre phase d'action face à un APT qui reste dormant et qui cherche à faire de l'espionnage, collecter des données, plutôt que face à un ransomware qui est là pour tout détruire. Aujourd'hui, les ransomware peuvent détruire en 3 heures, ils peuvent avoir infecté votre système et avoir tout effacé. Donc aujourd'hui, agir plus vite, c'est plutôt pour des cas de ransomware, on va dire. Et l'idée de connaître, c'est la menace, c'est de pouvoir justement derrière remédier au mieux. Et sur cette partie-là, je pense que je vais laisser la parole à Nicolas, qui est plus compétent. Merci Camille. Si tu peux juste aller un cran plus loin. Alors la phase qui suit, c'est la phase d'investigation. C'est très classique. Je vais pas m'étendre énormément sur cette phase-là. Je vais plutôt vous donner quelques retours d'expérience. Donc l'objectif, c'est clairement comprendre et identifier l'étendue de l'attaque. Mais nous, quand on dit collaborer, et quand on vous disait tout à l'heure que l'enjeu c'est le temps, on a fait face à des cyberattaques où on était face à plus de 150 malwares. Industrialiser et automatiser le traitement de 150 malwares, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc nous, c'est exactement ce qu'on appelle l'approche collaborative. C'est-à-dire que là, on s'est rapproché de notre partenaire Glimpse et on a mis en place l'industrialisation avec eux pour être capable de traiter ce genre de volumétrie tout en ayant le retour de quelle est la menace et donc derrière re-rentrer dans tout le processus que vous a décrit Camille. Quand on fait de l'investigation, il y a une part qui est plus difficile encore parce qu'elle est plus laborieuse mais qu'elle est clé dans cette phase d'investigation, c'est la levée de doute. Quand vous savez où est passé l'attaquant, vous allez de proche en proche et vous faites une investigation. Mais comment savoir si l'attaquant n'est pas passé quelque part?
Et dans notre propre cyberattaque, par exemple, on a dû faire face à un moment à un volume de fichiers monstrueux à analyser pour être sûr qu'on n'avait pas de problème dans ces fichiers-là. On parle de plusieurs millions de fichiers. Et là, encore une fois, on s'appuie sur un écosystème français innovant avec nos partenaires comme Quarks Lab, sur lesquels on a pu mettre en place ce traitement de plusieurs millions de fichiers sur quelques semaines pour s'assurer qu'on avait plus de menaces au sein de notre propre système d'information. Je voudrais quand même une dernière fois insister sur un point qui nous semble quand même clé. Si vous voulez pouvoir après porter devant la justice ou négocier avec votre assurance les conséquences de la cyberattaque, il faut absolument gérer de manière professionnelle cette phase d'investigation. Parfois, quand on arrive, les preuves sont détruites et il n'y a plus rien à opposer à un assureur ou à un tribunal pour dire voilà, il s'est passé ça. Donc là, notre recommandation, elle est clairement de s'appuyer sur un tiers de confiance qui a les processus et les méthodologies pour garantir tout ce qui est traçabilité de la preuve et des choses comme ça. Si on va sur la phase de la détection, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas non plus m'étendre trop. L'enjeu, c'est de garder la confiance dans son système d'information, garder la confiance de son écosystème dans ce qui est traité au sein de l'investigation. Un des éléments clés que l'on voit, c'est la capacité à détecter. Et donc, très souvent, on commence par déployer des moyens de détection, le plus classique étant l'EDR, où on déploie massivement au sein des organisations sur lesquelles on intervient. Mais chez Sopra Steria, on a aussi la conviction que tout ne se passe pas dans le réseau. Et donc, encore une fois, avec nos partenaires, Camille les a cités autour du dark web, on pense qu'il faut aussi commencer à faire de la veille immédiatement sur ce qui se passe sur le dark web, qui concerne l'attaque qui a eu lieu. Parce que les attaquants vont monétiser leur trouvaille. Et donc, avoir des signaux de quelque chose qui se passe est une forme de détection, quand bien même c'est pas un IOC sur une solution de détection de sécurité. Et ça, c'est un enjeu clé de la phase de détection. Enfin, sur la phase de remédiation, le principal message, c'est que quand vous en arriverez là, vos équipes seront fatiguées, vraiment très fatiguées, et que ça va durer très longtemps. Et là, l'intérêt, c'est de s'appuyer sur des éléments comme des frameworks reconnus à l'extérieur, les informations tactiques qui viennent de la threat intelligence. Pour prioriser un plan de remédiation, vous allez avoir les bénéfices les plus importants dès le début de cette phase de remédiation, tout en ayant en permanence les frameworks pour vous accompagner dans la mesure de votre avancement. Alors chez Sopra, on utilise beaucoup le framework NIST, CIS. Ah, je l'ai fait, pardon. Je ne le voyais pas, excusez-moi. Le framework CIS, on peut nommer aussi le NIST ou d'autres frameworks comme ça qui permettent de piloter ce plan de remédiation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, comme l'a dit Camille, il y a beaucoup de choses qui s'anticipent. Et si vous l'anticipez, vous gagnerez un temps précieux dans les phases d'investigation. Donc, notre conviction est qu'il y a deux leviers principaux qu'il faut actionner dans les phases d'anticipation de la gestion de crise. Le premier, c'est un travail fort sur la gouvernance. Plus vous avez des process, plus vous avez des gens qui sont prévus pour faire face à cette situation qui va être forcément violente quand elle va arriver, le mieux ce sera et vous aurez donc gagné du temps. Si on regarde, il faut aussi être sur la phase CTI. Connaître la menace en amont va permettre d'orienter plus rapidement les premières investigations. Est-ce que je suis targeté pour qui je suis ou est-ce que je suis sur une campagne qui ne me concerne pas? Forcément, votre gestion de crise va être très différente. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi que vous fassiez, la menace comme les organisations sont en perpétuel mouvement. Et donc, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est la clé. Il n'y a que l'expérience qui fera que vous serez réactif le jour de la crise. Alors ça peut commencer par des simples exercices sur table où vous mettez en place ce que vous avez prévu et on peut aller jusqu'aux simulations de crise où là on va mettre vraiment l'organisation en stress, que ce soit sur la détection, la threat intelligence ou jusqu'à l'organisation elle-même pour savoir si effectivement tout ce qui était prévu un vendredi soir
la semaine avant le FIC, est-ce que ça fonctionne bien et est-ce que les équipes sécu ne sont pas déjà parties à Lille, par exemple. Basé sur toute cette expérience, on en retire maintenant chez Soprasteria 5 bonnes pratiques que vous pouvez dès aujourd'hui implémenter. La première, il faut intégrer des capacités de détection et de réaction dès maintenant. Trop souvent, on intervient sur des sociétés où il n'y a pas de ces capacités ne sont pas disponibles et on va perdre 1 semaine, 2 semaines à déployer ces capacités. Et ce temps-là, c'est un temps où l'organisation va devoir continuer à fonctionner en mode dégradé. C'est encore à moi, je me suis trompé. Tester, je viens de le dire. Tester son dispositif de crise, c'est clé. Encore une fois, les processus, ils ne sont viables que quand ils sont exécutés et challengés par le concret. Du coup, ce coup-ci, c'est à moi. Au niveau donc, des recommandations effectivement, que je donne plus précisément sur les secteurs dont je vous ai parlé, donc la CTI notamment en premier lieu. La CTI, voilà, le renseignement, aujourd'hui, c'est la clé. Il faut aujourd'hui être en mesure de pouvoir appréhender la menace dans son contexte le plus global et avoir un renseignement, certes, c'est un processus qui est long, il faut parier sur le long terme, puisque comme je le disais tout à l'heure, le jour J, ça paye. Et ensuite, donc le deuxième élément, pour moi, ce sera donc la gouvernance. La gestion de crise, c'est un marathon qui s'inscrit, on va dire, dans la durée. Ça va très vite, mais par contre, c'est très long. C'est-à-dire que, comme le disait Nicolas, une remédiation complète, ça sera jusqu'à 9 mois. Du coup, il faut savoir gérer ses ressources, tant financières qu'humaines et matérielles, pour pouvoir avoir une gestion de crise de bout en bout. Et le dernier, comme... la chose la plus précieuse que vous avez, c'est le temps, on l'a dit. Et donc, libérer le temps de vos équipes pour qu'elles fassent ce qui a du sens pour votre métier, votre mission, c'est clé. Et donc, nous, la recommandation, elle est clairement d'anticiper en se dotant de solutions auprès d'un tiers de confiance qui vous soulagera vos équipes et qui traitera en même temps de l'aspect confiance de votre écosystème en étant l'intermédiaire qui va garantir que le traitement de la crise est de qualité et donc éviter que vous vous retrouviez isolé par rapport à votre écosystème. Voilà, c'est notre conviction de ce qu'est une vraie gestion de crise. Encore une fois, elle a été éprouvée de nombreuses fois ces derniers mois et si vous le souhaitez, on peut répondre à quelques questions. Oui. J'aurais juste voulu savoir si vous pouviez nous parler plus en détail de ce qui vous est arrivé à vous en particulier et donc de l'expérience que vous en avez tirée par rapport à tout ce que théoriquement vous mettez en place et aussi avec vos partenaires et vos clients. Merci. Alors j'aurai une réponse en 2 temps. Le premier temps, et vous vous doutez bien qu'on ne va pas partager énormément d'éléments en public. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait plutôt au cas par cas sur le stand en discutant avec vous, parce que c'est des éléments qui sont importants pour nous. Et la confiance, elle vient aussi de là, de discuter non pas en public, mais plutôt en privé. Et quant à qu'est-ce qu'on a implémenté, tout ce qu'on vient de vous expliquer a été exécuté exactement pendant notre propre gestion de crise. Ce qui nous a permis d'être réactifs. Alors oui, on assume, on a protégé l'entreprise en coupant, en prenant cette décision très difficile. Pour prendre cette décision, il fallait savoir la menace, il fallait connaître les enjeux de nos clients et de notre groupe. Donc on a fait ce choix de protéger le groupe et les clients en coupant, et derrière on a exécuté tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire mise en place des circuits avec nos partenaires, traitement de nos fichiers, collaboration, tout ce qu'on vient de vous décrire a été
à la fois éprouvé dans notre cyberattaque et dans toutes celles qu'on a gérées avec nos clients. Donc c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. Les 3.8 par exemple, c'était notre cas.